Nouvelle édition spéciale de Défense, 1 heure pour mieux comprendre la réalité, la stratégie du terrain. Et pour commencer cette édition spéciale, je vous propose de regarder ce film, tourné cette semaine autour de Noa Argamani. Elle est retenue en otage depuis le 7 octobre. Sa maman est atteinte d'un cancer. Elle implore les autorités, notamment américaines, à faire pression sur le Hamas afin que sa fille soit libérée. Regardez. Hello, chérie maman, c'est quoi?差点还是飞机，我那我的可不写啥的，不啥的心里别个了把这些的还都发。 מאז המקרה, כשראיתי את התמונה הזו, את המבט שלה, פשוט חונק אותי. כמה שהיא יפה, כמה שהיא מיוחדת. 还是蛮必须比这还有人骂我，你老在里老到他修胖，一大杯一他修胖。 אני מתגעגע לקול שלה, לחיבוק שלה, לחיבוק שאני רציתי. אני מבקשת מן הנשיא ג'ו ביידן, אני חייבת מה בעולם הזה. Maybe the last wish for me. אני ממש מתחננת. Please help me. Et pour nous accompagner pendant cette heure, eh bien, Océane Nicole, merci d'être avec nous comme chaque semaine. Vous allez nous parler d'abord de la vague d'intifada et des attaques qui se multiplient. Tout à fait. Cette nuit, encore dans le centre du pays, à Khor-Vyaïr, 4 policiers blessés dans une attaque à la voiture bélier. Le terroriste a été éliminé. Il s'agit d'un arabe israélien. La veille, c'était dans le sud du pays, cette fois près de la ville d'Ashdod, Gan Yavne, où là aussi un terroriste a poignardé cette fois 3 personnes, 3 Israéliens. Un terroriste palestinien de 19 ans, originaire de la ville de Hébron, qui travaillait d'ailleurs dans le centre commercial qu'il a pris pour cible. Là aussi, il a été neutralisé à temps. La veille, cette fois à Beersheva, attaque au couteau, où là encore le terroriste a été neutralisé. Plusieurs Israéliens blessés, mais pas de victimes. Et la semaine dernière, il y a eu encore dans la vallée du Jourdain, on a vu cette fusillade où un bus scolaire a été pris pour cible. Là, le terroriste s'est enfui, mais il s'est rendu peu après, plusieurs jours après, aux forces israéliennes. Regain de tension, on voit que ça concerne un petit peu tout le pays, le nord, le centre, le sud, même plus au sud, donc avec la ville de Beersheva. Il faut remarquer et montrer qu'à chaque fois, les terroristes, fort heureusement, sont neutralisés à temps, que ce soit par des forces israéliennes, que ce soit des soldats ou des policiers qui sont sur place, ou aussi par des civils qui ont un portable, donc c'est important de le noter. Il faut rappeler qu'on est toujours dans ce contexte un petit peu tendu, puisque c'est toujours le ramadan qui va se finir la semaine prochaine. Et le ramadan, on sait que c'est une période qui est synonyme de tension. Pour l'instant, les terroristes, ce sont des loups solitaires, des cas isolés. Pour l'instant, ce que l'on voit en tout cas, c'est qu'ils n'appartiennent pas véritablement à une réelle organisation comme le Hamas ou le djihad islamique. Et plusieurs Arabes israéliens d'ailleurs, et ça il faut le noter, responsables d'actes et d'attaques terroristes. Deuxième actualité, l'actualité, elle est autour de Gaza et cette frappe malheureuse de Tzahal. Et cet accident qui a conduit à la mort de 7 personnes. Tzahal et le chef d'état-major de Tzahal, Herzi Halevi, s'est excusé après donc cette frappe qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi sur 2 véhicules de l'organisation humanitaire World Central Kitchen, où donc 7 personnes ont été tuées. Herzi Halevi qui parle d'une erreur d'identification qui n'aurait pas dû se produire. Tzahal qui a immédiatement ouvert une enquête qui promet la transparence complète. Et la preuve, hier c'était Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne. Benjamin Netanyahou également hier a parlé là aussi d'un incident tragique, une frappe non intentionnelle qui a conduit à la mort d'innocents. Cela arrive dans une guerre, nous allons vérifier, ce sont les mots prononcés par Benjamin
Benjamin Netanyahou. Yitzhak Herzog qui a lui aussi présenté ses excuses à cette organisation humanitaire, donc un accident tragique, et Tsahal qui promet la complète transparence après cet accident. Merci Océane. Nicole, mon premier invité, Amit Tassa, ancien cadre du Shabak, merci d'être avec nous. D'abord, j'aimerais ne pas vous parler de ce qui s'est passé à Gaza, mais plutôt du Nord. Le porte-parole arabe le confirme, l'explosion dans un convoi de la Finune, elle est due au Hezbollah et pas à Israël. Oui, l'enquête qui a été menée par Tsahal stipule qu'il y a eu un explosif. Nous pensons que c'était une mine posée par le Hezbollah. Il faut bien comprendre, Zaravit, c'est tout près de la frontière israélienne et les habitants de Ramin ne sont pas chiites. Ce sont des habitants qui posent problème au Hezbollah. Et donc, il y a le soupçon que le Hezbollah agit là-bas contre l'armée israélienne. Ça, c'est bien de le préciser. La raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, c'est surtout pour répondre de ce qui s'est passé cette semaine. Pour l'instant, Israël n'a pas endossé pleinement la responsabilité des actes. Il y a eu une frappe à Damas contre les intérêts iraniens. Pour vous, c'est un game changer ou pas ? Toute action qui coupe les capacités ou les activités de l'ennemi sont positives. N'oubliez pas qu'une telle action ne se prend pas, la décision ne se prend pas en une heure, un jour ou même une semaine. C'est l'accumulation de renseignements sur le long terme qui s'est fait pour attendre le moment X qui permet d'assurer que tous les activistes sont réunis et qu'on ne porte pas atteinte à des innocents. Et vous remarquerez que ça a été une action très chirurgicale et a causé des torts énormes aux dirigeants iraniens de toute la région, y compris des commandants du Hezbollah et surtout ceux qui gèrent tous les combats des représentants iraniens sur toute la région. Donc, je ne peux pas dire si c'est un game changer, mais en tout cas, c'est un coup très dur aux Iraniens. Les Iraniens n'ont pas beaucoup d'hommes clés qui peuvent être dans ces fonctions. Et donc, si nous l'enlevons de la liste des commandants de premier plan, c'est pas clair qui va le remplacer pour l'instant. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que pour l'instant, Ismaël Kahani n'est pas rentré véritablement, qui est le chef des forces Al-Quds, dans les bottes de son prédécesseur Soleimani. En parlant de Soleimani et de toutes ces cadres, à l'époque, ils étaient tous avec un certain Iman Mournier, chef d'état-major du Hezbollah, qui a été éliminé dans le même quartier, à Damas. Et à l'époque, on disait qu'il y avait une coopération des renseignements français, américains, israéliens. Est-ce que vous pensez à la même type d'opération, une coopération internationale ? Oui, de manière générale, nous comprenons que tous les alliés d'Israël et toutes les personnes, tous les États, qui sont liés au combat contre les Iraniens coopèrent au fil du temps. Et sans rapport avec cette action dont nous parlons, de manière générale, le renseignement israélien, français, américain travaillent ensemble. Cela veut dire qu'ils coopèrent là où c'est nécessaire. Donc, si Israël identifie un renseignement qui peut avoir des conséquences pour les Américains, il coopère avec le renseignement sur ce domaine, pareil avec les Américains et les Français. Donc, tant que faire se peut, à cause du fait que les Iraniens sont un adversaire des États-Unis, qui est une arène problématique dans la région pour les États-Unis, et il est probable qu'il y avait une coopération de renseignement. Est-ce que pour le cas spécifique, nous ne le savons pas, parce que nous ne savons pas qui a agi là-bas. Mais si vous me posez la question de manière générale, y a-t-il une coopération entre les Américains et les Israéliens du point de vue du renseignement? Oui, pendant tout le temps. Et il y a là l'expression américaine d'ailleurs, que les Américains n'ont rien à voir avec cette action. C'est plus pour préserver le statu quo entre les Américains et les Iraniens à propos de ce qui se fait d'un point de vue stratégique au Proche-Orient, et ils ne veulent pas qu'il y ait quelque chose multi-arène où les Américains devraient alors réagir.
Je sais que quand vous le souhaitez, vous n'êtes pas politiquement correct. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous poser cette question. Certains, et j'aimerais que vous cassiez le cou à ce qui est en train de se dire dans la presse israélienne, à savoir que l'erreur terrible de l'armée israélienne contre ce convoi humanitaire international va mettre fin à la guerre parce que Israël est complètement bloqué. Est-ce que vous dites c'est faux? Non, je pense que c'est faux, ça n'a aucun rapport. C'est un événement tout à fait regrettable et qui n'a rien à voir avec le point de vue humanitaire. C'est un accident regrettable parce que c'est une organisation qui coopère de manière pleine et entière avec Israël, avec l'armée israélienne, qui reçoit le plein et entier soutien d'Israël, et ils œuvrent en Israël aussi. Et Israël n'a rien contre cette organisation, bien au contraire. Nous le considérons une organisation humanitaire qui, à l'avenir, Israël voudra voir agir à Gaza, œuvrer à Gaza, et c'est totalement, et surtout pour faire sortir l'UNRWA de l'équation. Et donc, il n'y a aucune intentionnalité dans ce qui s'est passé, et certainement pas de porter atteinte non plus à l'aide humanitaire. Mais alors pourquoi, dans la presse israélienne, on entend des anciens experts qui n'ont pas porté l'uniforme depuis 20 ans dire « ça y est, c'est terminé, Israël a fait l'erreur de trop ». Non, je pense que toute erreur peut arriver et amener d'autres choses. On est en guerre. Je rappellerai que pendant 6 mois, il n'y a pas eu de telle erreur. Donc Israël travaille de manière chirurgicale, et même pour ce qui est des civils, et si on calcule le nombre de civils tués par rapport au combat dans une zone aussi restreinte, eh bien, au niveau mondial, il n'y a nulle part eu ailleurs de pourcentage aussi réduit de civils touchés dans une guerre. Alors, l'affaire humanitaire est problématique. Israël investit énormément pour essayer d'éviter de toucher des civils non impliqués ou des organisations humanitaires, mais ça n'a aucun rapport aux objectifs de guerre, et Israël continuera cette guerre jusqu'à la liquidation du Hamas, à mon avis. Mais ça sera ma dernière question, justement, assez rapidement, si vous pouvez répondre, concernant Rafah. Maintenant que Shifa est terminé, est-ce que Tsahal se prépare pleinement, intégralement à Rafah? Oui, je crois qu'il faut faire une correction de la compréhension du public. À Rafah même, là où l'armée doit œuvrer, il n'y a pas 1 200 000 personnes qui doivent être évacuées. La majorité des déracinés du nord de la bande de Gaza sont en périphérie de Rafah, et ce n'est pas là où l'armée va devoir se battre. Alors vraiment, il va falloir déplacer de la population d'un endroit à un autre pour être efficace dans la ville de Rafah, là où il y a des tunnels qui relient l'axe Philadelphie. C'est inévitable à faire. L'armée a un plan clair pour évacuer la population, y compris l'armée israélienne a acheté les services de 40 000 ouvriers pour organiser ceci. Le plan est organisé, comme ça a été le cas dans le nord de Gaza, et comme le plan a changé autour de Khan Younes, il y aura un plan créatif et différent qui répondra aux problèmes humanitaires, et l'armée agira à Rafah. Merci beaucoup, Amit Hassan, ancien cadre de Shabak, d'avoir répondu à nos questions. Alors, j'étais il y a quelques mois avec la brigade 208, c'est la brigade Bislar, vous connaissez bien, c'est l'académie militaire de l'armée israélienne. J'étais avec le cadre, justement, Gilad Pasternak, c'est l'adjoint, le commandant adjoint de cette brigade. Et là, désormais, ils sont sortis de Gaza et ils courent le long de la frontière, justement, courir pour se souvenir. Écoutez, nous avons recueilli sa réaction. Les soldats qui sont derrière moi ont été mobilisés depuis le 7 octobre. Ils ont combattu sur le terrain dans le pourtour de la bande de Gaza, mais aussi à l'intérieur, dans les quartiers de Shoujaya et Al-Bouraj. C'est grâce à eux qu'on peut courir ici aujourd'hui. Ils ont sécurisé cet endroit pour qu'aucun terroriste ne puisse venir nous interrompre. C'est très spécial, je sais que cet endroit va revivre. L'État d'Israël peut faire confiance à Tsahal pour protéger la zone du pourtour de Gaza et l'ensemble du pays. Ces soldats vont devenir des commandants d'ici la semaine prochaine. Ils ont une cérémonie ce mercredi. On court ici aujourd'hui pour montrer aux soldats ce qu'ils vont défendre. Pourquoi est-ce qu'ils vont se battre? On veut aussi montrer aux habitants que Tsahal est là. À tous ceux qui sont revenus dans les kibbutzim, les moshavim et les bases, on veut leur dire que nous sommes là pour les défendre et qu'on est prêt à se battre pour eux.
Quand on était ici il y a 6 mois, le 7 octobre, la situation était chaotique et les forces se battaient pour reprendre le contrôle des kibbutzim. Aujourd'hui, il y a une zone tampon. Les forces sont à l'intérieur de Gaza et la situation a vraiment changé par rapport au 7 octobre. Le fait qu'on puisse courir ici aujourd'hui, faire de l'exercice, être avec des civils, avec les habitants des kibbutzim, ça prouve que tout a changé et que ce qui s'est passé le 7 octobre ne se reproduira plus jamais. La guerre n'est pas encore terminée, mais elle sera longue. Et on est prêt à aller partout où il le faudra. On doit faire en sorte que les soldats et les commandants restent motivés, qu'ils sachent exactement pourquoi ils se battent. Et de la frontière avec Gaza, on va à Washington DC. Merci Bradley Bowman d'être avec nous. Vous êtes directeur général des FDD. C'est un think tank sur la sécurité et la stratégie également au Proche-Orient et aux États-Unis. Vous êtes ancien conseiller spécial sur les questions de sécurité au Congrès auprès de décisionnaires en termes de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle on vous a demandé de venir, Bradley. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis ? D'un côté, on a un président qui visiblement ne s'entend plus avec Benjamin Netanyahou. De l'autre, on a un chef d'état-major et un porte-parole de l'armée israélienne qui dit « Je n'ai jamais vu une telle coopération militaire ». Écoutez, merci de me permettre de vous joindre à vous et merci pour la question. En effet, c'est un temps extraordinaire, ça c'est certain. Deux choses se passent en même temps et c'est complexe. Ce qui se passe d'un côté, c'est que à la suite des horribles attaques du 7 octobre terroristes, les États-Unis ont fourni à Israël une assistance sécuritaire invraisemblable en quantité et en armement et en munitions. C'est vraiment exceptionnel. Et à un moment donné, un de mes contacts au Pentagone me disait ils ont du mal à trouver suffisamment d'avions cargo pour porter toutes les armes qu'on envoie à Israël. Et en regardant régulièrement dans ma recherche, si le flux continue, ça continue. Et à la date d'aujourd'hui, cela continue. Donc pour nous, amis d'Israël et qui défendons le droit d'Israël à exister en sécurité, c'est excellent. Mais en même temps, il ne fait pas de doute que la pression politique de la Maison-Blanche et de l'administration Biden a augmenté. Et donc, en tout cas pour l'instant, le président Biden, sa position, pourtant, escalade la pression politique sur le Premier ministre Netanyahou pour qu'il change certaines de leurs approches du point de vue de l'administration Biden. Il faut qu'il change d'approche à Gaza. C'était à ne plus rien comprendre. Au moment où vous parliez, Océane Nicole, qui est juste à côté de moi, me faisait remarquer, on avait l'habitude au Proche-Orient d'entendre Yasser Arafat parler arabe à la maison, anglais dehors. Jusqu'à preuve du contraire, Joe Biden, le président américain, ne parle qu'anglais. D'un côté, il dit « je ne veux pas que les Israéliens rentrent à Rafah ». De l'autre, il donne son accord pour la livraison de 2000 bombes supplémentaires. Il parle en quelle langue, le président américain ? Vous savez, je pense qu'il est important de donner le crédit au président Biden qu'il mérite. Après le 7 octobre, le président Biden a eu une des meilleures semaines de sa présidence. Du point de vue rhétorique, il a été aux côtés d'Israël, donc par les paroles et par les actes, et ensuite il a soutenu Israël par l'action pendant des mois et des mois. Et nous sommes ici dans une période électorale, et donc c'est ce qu'on appelle la saison des idioties politiques. Et donc, il faut comprendre que la base doit soutenir le président Biden pendant ces élections. Beaucoup d'entre eux sont préoccupés des images qu'ils voient venir de Gaza. Et donc, franchement, certains des commentaires de l'extrême droite en Israël n'est pas très utile non plus au président Biden. Et ça ne sert pas à grand-chose non plus pour essayer de maintenir l'aide américaine à Israël en ces moments difficiles. Donc, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez un président qui de tout son cœur soutient Israël et son droit à exister et qui met les paroles et les actes. Mais l'autre point, c'est qu'il est en campagne électorale et il y a une extrême gauche qu'il doit aussi ménager.
Vous avez raison, effectivement. Bradley Bowman, je posais la question tout à l'heure à Amitassa, ancien cadre du Shabak. À l'époque, dans le même quartier, Iman Mournier avait été éliminé, l'ancien chef d'état-major du Hezbollah. Est-ce qu'on peut dire que dans cette frappe qui a eu lieu un peu plus tôt dans la semaine, qu'il pourrait y avoir une coopération des renseignements israélo-américano, peut-être éventuellement français? Oui, si vous parlez de l'attaque à Damas, je dirais, comme d'autres l'ont dit, c'est notable par sa localisation et l'importance des individus ciblés, et le bâtiment touché là-bas à Damas était adjacent à l'ambassade iranienne. Les Iraniens disent que c'était la résidence de l'ambassadeur. Les individus tués sont Zahari, un des commandements, et c'est Z. Donc c'était le commandement des forces Al-Quds qui sont opérationnelles en Syrie, au Liban. En 2010, ils ont joué un rôle essentiel selon les Américains dans le soutien au Hezbollah, surtout dans la livraison d'armement au Hezbollah, armement iranien, le même Hezbollah, qu'Israël connaît mieux que quiconque, qui mène des attaques chaque jour contre Israël depuis le 7 octobre. Avec des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont évacués. Donc, ce qui est inacceptable de tous les points de vue des gens comme moi. Donc, et beaucoup d'Israéliens parlent souvent aussi que c'est l'Iran qui est celui qui utilise ces marionnettes qui le représentent contre les États-Unis et Israël. Et donc, il paye les conséquences. Mais dans cette attaque, on peut dire qu'Israël a tiré sur le chef d'orchestre de toutes ces attaques terroristes, et donc c'est un des officiels les de plus haut rang qui a été liquidé depuis le 7 octobre, et certainement le plus haut commandement des forces Al-Quds depuis que les Américains ont liquidé Soleimani. Et les Iraniens disent qu'ils vont réagir, je suppose qu'ils le feront. Et quoi qu'il arrive, il est important qu'Israël et les États-Unis réagissent fermement, et l'administration Biden continuera dans sa rhétorique et dans son action, essayer de désescalader parce qu'il ne faut pas donner le feu vert aux Iraniens. Ça sera ma dernière question, Bradley Bowman, si vous pouvez répondre assez rapidement. La presse française titre que c'est Israël qui joue avec le feu. Vous qui connaissez parfaitement bien le dossier iranien, c'est votre domaine d'expertise, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être, pour être réaliste, dire l'inverse, que c'est les Iraniens qui jouent avec le feu? Écoutez, j'adore ce type d'assertion qu'on entend. On entend ici aussi ça à Washington. C'est vraiment intéressant. C'est toujours de la provocation quand c'est Israël réagit ou quand les États-Unis réagissent. Sans parler de la pire attaque depuis la Shoah du 5 octobre. Même ça, c'était une provocation. Et les attaques au quotidien du Hezbollah, c'est pas une provocation. Les attaques contre les États-Unis en Syrie, en Jordanie, en Irak, c'était pas une provocation. Mais mon Dieu, quand nous nous défendons, ça, c'est de la provocation. Je pense que c'est vraiment ridicule et il faut le dire haut et fort. Mais au moins, vous êtes là pour le faire, justement. Merci, Bradley Bowman, directeur général du think tank des FDD, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Thank you. Merci. Alors, un petit peu plus tôt cette semaine, j'ai pu rencontrer un auteur d'un livre sur les Duvdevan. Il a fait toute sa carrière militaire dans cette unité secrète. Mais justement, pour mieux comprendre comment est née cette unité, regardez ce reportage et interview juste après. Au départ, une décision prise par le commandant du Front Centre, un certain Ehud Barak, en mai-juin 1986. Voilà ce qu'il déclare à l'époque. Je veux une unité dont les gens ressemblent à des Arabes, parlent comme des Arabes et font du vélo dans la Casbah de Naplouse, comme s'ils étaient dans la rue Dizengoff à Tel Aviv. En quelques mois, l'unité Duvdevan prend forme, avec comme credo, issu de la Bible, c'est dans la ruse que tu mèneras la guerre. Une guerre de l'ombre que l'armée israélienne ne voulait surtout pas mettre en lumière. Et pourtant,
Voici des coupures de presse de l'époque. La censure portera plainte à la police contre Reuters. Tsahal dément l'information sur l'unité d'Uvdevan. La chaîne ABC, l'unité existe vraiment. Steven Weitzman, journaliste Reuters qui a dévoilé l'existence de l'unité d'Uvdevan, est accusé d'avoir transmis des informations secrètes à son employeur. Des membres de l'unité d'Uvdevan tirent à partir d'un minibus. L'armée dément et saisit les documents visuels du journaliste. Des gens armés déguisés en touristes ont tiré sur des lanceurs de pierres. Sur ces photos exclusives, les clichés des premiers d'Uvdevan en action. Certains sont toujours en activité au sein des réservistes de l'unité et d'autres dans des services spéciaux. C'est pour cela que nous avons masqué leur visage. Tsahal utilise dans les territoires une unité spéciale qui a obtenu le droit de tuer. Nom de code, Cherry. Est-ce que les opérations d'infiltration contre l'intifada vont trop loin? Une unité d'élimination ciblée secrète d'Uvdevan opère contre les leaders de l'intifada. C'est comme voir grandir un enfant. Tu retrouves un homme expérimenté, âgé de presque 37 ans. Un enfant qui ne cesse de s'améliorer. C'est une vraie fierté. La plupart de son activité n'est pas connue du grand public en Israël. Depuis sa création, je peux dire que la vie de milliers de personnes a été sauvée grâce à des opérations particulièrement créatives et innovantes. Près de 40 ans après la création des d'Uvdevan, pour Uri Bar-Lev, il n'y a pas de doute. L'unité reste l'une des plus efficaces dans la lutte antiterroriste en milieu urbain. Et avec nous, Barak Chikotai, il a un parcours assez particulier. Ancien combattant dans l'unité prestigieuse des infiltrés, les d'Uvdevan, également officier pendant ses périodes de réserve et aujourd'hui auteur de ce livre, L'Irtov al Hamaim en français, c'est-à-dire on pourrait dire écrire sur l'eau. Pourquoi cette volonté d'écrire? Tout d'abord, c'est quelque chose qui me vient de l'intérieur, une sorte d'autothérapie si vous voulez. Les pensées qui nous habitent, on fait un travail sur soi-même en ce qui concerne notre vécu, un vécu des plus fous, qu'un long métrage ne suffirait pas à décrire. Ensuite, le livre parle énormément de mon expérience, de celle de mon équipe. C'est la raison pour laquelle la censure s'est penchée sur ce livre pendant 6 mois, comme je vous l'ai dit. Il a été entièrement décortiqué, chaque mot a été examiné avant d'être autorisé. Ils ont éliminé un grand nombre de chapitres et ont demandé qu'on rajoute ceci, qu'on efface cela. Donc tout d'abord, ce livre raconte ce que nous avons vécu. Ensuite, il parle beaucoup du côté psychologique, des réactions suite au combat, des troubles du stress post-traumatique. J'accompagne bénévolement, personnellement, certains soldats qui souffrent de ce stress dans le cadre des vétérans de d'Uvdevan. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est comme un remède. Ce livre, c'est un remède. Je crois qu'il a réussi à être à la fois un remède, mais c'est également un remède préventif. Je crois que nous sommes tous aujourd'hui dans un état psychologique, nous tous, après ce que nous avons vécu. Mais très souvent, dans de nombreux cas, on ne comprend pas dans quelle mesure les combattants, outre les blessures corporelles et le prix physique qu'ils payent, ils payent également un prix psychologique. C'est important de mettre l'accent également sur ce sujet. C'est vrai que ça ne doit pas les empêcher de combattre, il faut défendre ce pays, faire tout notre possible. Mais il faut comprendre que tout comme il y a des blessures corporelles, il y a également des blessures psychologiques. Et aucune d'elles ne prime sur l'autre. C'est un premier point. La deuxième chose, c'est que je pense que ce qui nous intéresse, nous le public, c'est le résultat. Les soldats israéliens ont mis la main sur telle ou telle personne, ils ont remporté des victoires, ils ont éliminé telle ou telle personne. C'est très bien. Mais ce que je voulais montrer, moi, c'est comment on arrive à tout ça. Le processus, comment ça se passe depuis le début. On voit que le résultat final, ils ont éliminé, ils ont tué, etc. C'est très bien. Mais regardez comment ça fonctionne de l'intérieur. Voyez tous les rouages des actions qui ont été réalisées par d'Uvdevan. Il y a des gens, il y a des sentiments, il y a des peurs. Il y a des peurs, les combattants doivent faire face à ces peurs. Ils les surmontent, mais ce que je décris dans ce livre, c'est comment fonctionne cette mécanique, dans les moindres détails, indépendamment du résultat. Le résultat a son importance, bien sûr, mais je voulais que le public puisse connaître ce que vivent les combattants, leurs sentiments, leurs émotions, les entraînements. Comment est-ce qu'on planifie un plan d'attaque? Si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Les autorisations, avoir un aperçu de l'ensemble du système, les plonger au cœur de cette unité. Si vous aviez un exemple qui pourrait amener les lecteurs à lire le livre, ça serait lequel? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous raconter une histoire pour que vous puissiez comprendre. On était infiltrés dans l'un des villages près de Jenin, au nord de la Samarie, moi et mon adjoint. On était en train de faire une opération, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne peux pas, et tout d'un coup on a été grillés, comme on dit chez nous, on a été démasqués. C'était comme un épisode de Fauda.
lancement de pierres, etc., les tirs fusées. Si on s'en est sorti, c'est vraiment par miracle. Quand on a fait le débriefing, on a essayé de comprendre pourquoi. Tout fonctionnait bien pourtant, notre arme ne se voyait pas, il ne s'est rien passé de particulier, et je me suis souvenu que mon adjoint mâchait un chewing-gum. C'était en plein ramadan, comme maintenant. Pendant le ramadan, même chez les Arabes, il y a des laïcs qui ne jeûnent pas. Mais ils ne le font pas au vu de tous, en public. Vous voyez que le moindre détail a son importance. Le simple fait qu'il mangeait un chewing-gum, il n'a pas prononcé un mot pourtant, il n'a rien fait de particulier. Il n'a rien fait qui aurait pu éveiller les soupçons. Et pourtant, je vais vous donner un autre exemple. On était dans un village près de Naplouse, moi et mon adjoint. C'était également lors d'une infiltration pour mettre la main sur un terroriste qu'on recherchait. On nous a demandé d'attendre quelques minutes avant d'opérer. Une question de renseignement. Quand on est quelque part et qu'il n'y a rien à faire, il faut s'occuper. Alors on s'est dit, on va acheter une glace. On rentre dans un magasin, on achète notre glace, tout se passe évidemment en arabe, comme le ferait n'importe quel arabe, puisqu'on est censé être arabe. Et je vois que mon ami, un ashkénaze originaire de Ramat HaSharon, tient sa glace dans une main, la mange, et dans l'autre main, il tient l'emballage. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me répond, je cherche une poubelle. Une poubelle? Nous sommes dans un petit village près de Naplouse, et toi tu cherches une poubelle? Jette ça immédiatement. Ils gardaient l'emballage à la main, comme cela se fait à Ramat HaSharon pour trouver une poubelle, mais quand on est dans leur village, il faut jeter par terre. C'est comme ça qu'ils se conduisent. Il faut vraiment se mettre dans leur peau, se dire qu'on en est un. On peut être aussi une femme arabe, donc à l'arrêt de bus, on ne s'assoira pas comme ça, mais comme ça. Mais il faut se rappeler qu'on est une femme. Et si on se déguise en femme arabe à Jenin ou à Hébron, ce ne sera pas la même femme. À Hébron, par exemple, la femme sera plus religieuse, plus pieuse. Elle se couvre la tête, elle est moins maquillée. À Ramallah, elle est plus moderne, elle fume, elle mâche du chewing-gum, elle regarde autour d'elle. J'ai une question. Irtov Lamaim, ça veut dire écrire sur l'eau. L'eau éteint le feu. Est-ce que c'est peut-être pas ça l'idée aussi d'écrire ce livre? Je vais vous dire quelque chose. Tout d'abord, je ne veux pas tout dévoiler au lecteur, mais je vais vous dire, il y a une chanteuse arabe, Fayrouz, une Libanaise, une chanteuse fantastique. Dans l'une de ses chansons, elle dit que l'homme est comme des lettres, des lignes qui sont écrites sur l'eau. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien que si vous êtes dans une piscine et que vous faites comme ça, l'eau se déplace. Il y a un mouvement, mais en une seconde, tout redevient comme avant. On croit que l'on influence la réalité, mais en fait, dans de nombreux cas, l'effet se dissipe très rapidement. Et ce mot représente toujours une dissonance entre le fait de savoir si j'ai un effet sur la réalité ou si tout va disparaître en une seconde. Si par exemple on a éliminé le numéro 1 du Hamas à Hébron, on l'a éliminé. Une semaine après, le Shabak nous dit qu'il y a un nouveau numéro 1. On vient pourtant d'éliminer son ancien chef. On essaie sans cesse de créer une situation dans laquelle on influence la réalité. C'est une dissonance que l'on retrouve chez les soldats, particulièrement dans ce genre d'unité où il s'agit vraiment d'opérations très chirurgicales. Écoutez, si l'on prend pour exemple Douvdevan, ce n'est pas une unité qui opère à l'aveugle. Notre travail, c'est de mettre la main sur une certaine personne et cela peut se passer dans sa chambre à coucher, chez son coiffeur, dans son magasin. On l'extirpe. On voit ça très souvent à la télé. Et pourtant, le 7 octobre, les Douvdevan n'ont pas fait d'opération chirurgicale. Ils ont combattu pendant 50-60 heures. Je crois que l'unité a connu un nombre important de pertes car elle est toujours en première ligne. Et être en première ligne, ça signifie que nous sommes les premiers à être touchés. Quand il y a un échange de tirs, quand c'est un véritable brasier, les soldats y interviennent pour sauver le plus de monde possible, sans se poser de questions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons connu malheureusement un grand nombre de pertes. Des blessés, des morts. J'accompagne personnellement des familles qui ont perdu un proche, 9 blessés que j'accompagne aux 4 coins du pays pendant leur réhabilitation dans divers hôpitaux, au Mont Scopus, à Chiba, à domicile. Je pense que nous tous, en tant que peuple, en tant que nation, nous avons une dette énorme envers ces familles endeuillées, mais également envers les blessés. Je crois qu'il faut plus les entourer, mieux les comprendre. Je vais vous dire quelque chose, nous sommes tous sensibles aux blessures corporelles. Si l'on voit quelqu'un avec des béquilles ou sang, on comprend qu'il a été blessé, mais je crois qu'il faut être beaucoup plus sensible. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a une personne que j'accompagne depuis de nombreuses années et qui souffre de stress post-traumatique. Pour son permis de conduire, on était au bureau des permis car il lui faut l'autorisation d'un psychiatre, etc. C'est très compliqué. On arrive là-bas, la file est interminable. Il me dit « j'ai une carte qui m'exempte de faire la queue ». Je suis un invalide de Tzahal, mais c'est un trouble psychologique, donc c'est embarrassant de... Alors il va trouver la préposée, il lui montre discrètement sa carte, la remet en poche, elle s'occupe de lui. Tout le monde se révolte, tout le monde crie « Hé, qu'est-ce que vous faites? Vous passez devant tout le monde ?» Physiquement, il a l'air comme tout le monde, mais resquiller, cela ne se fait pas. Les gens continuent à crier, il me regarde et il me dit « Il aurait donc mieux valu prendre une balle, avoir l'air handicapé, être compris par les gens. »
Encore un mot. Cela me fait penser à notre blessé que j'ai accompagné quand il était à l'hôpital Shaare Tzedek. Un soldat qui était amputé d'une jambe. On sortait du service, on allait prendre un café dehors. Il était sur son fauteuil roulant et les gens l'applaudissaient, le remerciaient, lui disaient que c'était un héros parce qu'ils avaient vu qu'il manquait une jambe à ce jeune homme. Et je crois qu'il y a là un déséquilibre entre la reconnaissance, l'honneur que l'on accorde à ceux qui ont été blessés physiquement et à ceux qui ont été blessés psychologiquement. J'espère que le livre comblera quelque peu cet écart. En même temps, moi, il y a une scène qui m'a choqué totalement ces dernières semaines. J'ai rencontré un soldat qui était à Gaza, un officier de l'unité d'Oudevan qui était à Gaza et qui a reçu commission désormais de tout lécher et d'aller s'occuper des réseaux terroristes en Judée-Samarie. Il s'est mis à fumer et à boire, alors qu'il n'a pas le droit. Et il le sait, parce que c'est le seul moyen de s'ouvrir au monde finalement, d'oublier. Comment on lui dit à ce soldat-là, à cet officier-là, stop? Vous soulevez là une question très importante. Un soldat, en plus de devoir bien tirer, courir vite, être fort, doit aussi être fort intérieurement, psychologiquement, mentalement. Et Tsahal accorde une importance toute particulière à cela aujourd'hui. Apprendre comment avoir une résilience psychologique, comment prévenir l'événement, comment travailler sur le vécu au combat. À l'approche de la démobilisation, il y a un tas d'ateliers. Quand il se passe quelque chose, on arrête tout et on s'occupe des soldats. On leur demande ce qu'ils ressentent. Et dans la plupart des cas, cela a un effet préventif. Le pourcentage de gens souffrant de stress post-traumatique ou de gens qui se donnent à la boisson ou autre est relativement faible. Il existe, mais écoutez, vous prenez un jeune homme de 18 ans, un garçon bien sous toute forme, qui n'a jamais connu de violence, et un an après on lui dit « prends une arme et tire sur des gens à bout portant ». C'est complètement fou, non? Mais nous n'avons pas d'autre solution. C'est comme ça que l'on met la main sur les personnes recherchées. Elles cherchent à nous tuer, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui en payent le prix. Nous, en tant que société, en tant qu'armée, il faut tout faire pour avoir des gens qui ont un mental fort, une résilience mentale, et c'est tout aussi important que de savoir bien tirer, de courir vite ou de pouvoir soulever des objets lourds. Vous savez, on fait ce qu'on peut, mais il y aura toujours des cas extrêmes. La plupart des combattants sortent de ces événements sans dommage. Ils sont forts, et mentalement et physiquement. Dernière question, ça veut dire que le 7 octobre, pour vous, ça a été bien évidemment un point de non-retour pour les forces de sécurité israéliennes, mais aussi un moyen de dire on est capable de défendre notre pays, qu'on ait 18 ans, 19 ans, 20 ans ou même 40 ans, ou voire 50. Le 7 octobre, vous avez vu comment les gens ont répondu présent. Des individus, de véritables héros qui, de leur propre initiative, ont pris leurs armes, se sont rendus directement sur le lieu des combats. En ce qui concerne l'armée, en tant qu'armée, il y a énormément de choses qu'il faut faire différemment et le coup que l'on nous a asséné est énorme. On ne peut pas se voiler la face. Mais ce que l'on a appris, c'est l'héroïsme des jeunes gens. Ce sont de véritables lions, pendant des heures. Hier, j'étais à Kfar Aza avec un blessé que j'accompagne et il m'a présenté la famille qu'il a sauvée. C'était très émouvant. Je crois qu'on a un peuple excellent, une armée excellente. Ce qu'il faut corriger, on le corrigera. Mais les combattants eux-mêmes, les soldats, ce sont tous de véritables héros. Chacun à sa manière. Malheureusement, parfois, le système est défaillant. À Yom Kippour, ceux qui ont sauvé la situation, ce sont les soldats eux-mêmes. Le prix a été extrêmement lourd, très lourd. Mais je suis optimiste car on a vu les jeunes de notre peuple en action et c'est quelque chose d'extraordinaire. Véritablement fantastique. Je ne crois pas que quelqu'un s'attendait à ce que les gens puissent revenir aussi rapidement de l'étranger. J'ai un blessé, celui qui a perdu sa jambe, il est revenu du Japon. Il n'avait même pas été mobilisé. Il a entendu ce qui s'est passé, il a pris l'avion, il a payé lui-même des milliers de shekels de suppléments pour revenir le plus vite possible. Je connais quelqu'un qui, écoutez bien, qui était en Europe en vacances avec sa famille, il était chef adjoint de bataillon. Il a appris ce qui s'était passé. Quand il a voulu prendre l'avion, on lui a dit qu'il n'y avait aucune place de libre. Il a été trouver le pilote et lui a dit « Écoute, je suis chef adjoint de bataillon, il faut absolument que je rentre en Israël. » Il a fait tout le voyage assis sur le siège éjectable, réservé à l'équipage, avec un harnais. Vous voyez jusqu'où ça va ? Prenez par exemple la Russie. La Russie est un pays en guerre avec l'Ukraine depuis plusieurs années, 2 ou 3 ans. Et les gens quittent la Russie, ils font tout pour échapper à la mobilisation. Ils s'enfuient par tous les moyens, ils mentent sur leur âge. En Israël, c'est tout le contraire, les gens font tout pour venir. Tous les amis de mes enfants sont revenus de l'étranger, tous les réservistes. C'est incroyable. Écoutez, je suis vraiment optimiste. Encore une fois, on va corriger ce qui doit l'être, mais je suis optimiste parce que la jeune génération est extraordinaire et je crois que ce peuple a encore de grandes choses à faire. Et avec l'aide de Dieu, j'espère que nous allons gagner cette guerre et je suis persuadé que tout ira bien. Merci, Barak Chikotai.
Et pour poursuivre cette émission, je reçois Yigal Ouna, ancien directeur général de la Haute Autorité du Cyber d'Israël. Merci d'être avec nous. Vous êtes également l'un des principaux orateurs de Cybertech Global Decade, le salon du Cybertech qui aura lieu du 8 au 10 avril prochain à Tel Aviv. La raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, Yigal Ouna, c'est parce que c'est une réalité aujourd'hui. Il y a certains conducteurs qui tapent sur leur Waze, je veux aller à Haïfa, et ils se retrouvent à Beyrouth. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui les déroute ou c'est un problème dans le Waze? Ce n'est pas un problème de Waze. Le Waze fonctionne très bien, c'est une application israélienne dont nous sommes fiers. C'est un acte qui est utilisé pour éviter que des armements guidés par GPS comme le Waze d'arriver en Israël, dans le nord du pays. Et dans le sud, c'est l'aéroport du Caire. Donc, tous ceux qui utilisent Waze, comme moi, la semaine dernière, pour aller à Nazareth, eh bien, ils m'annoncent que je suis arrivé sain et sauf à l'aéroport de Beyrouth. Ça n'est pas une erreur. Non, c'est fait exprès pour protéger des drones et de missiles pour que leur GPS ne fonctionne pas et que exactement ils touchent pas ici mais ailleurs. Vous parlez des appareils de l'ennemi, si j'ai bien compris. Eh bien évidemment. En fait, l'arme de nos ennemis qui essaient de toucher Israël et ses citoyens, c'est une des façons les plus efficaces, pas la seule, d'éloigner cette menace bien au-delà de notre frontière. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a véritablement une guerre de la navigation? Est-ce que ça fait partie aussi d'un nouvel outil de guerre aujourd'hui? Oui, nous vivons cette guerre de la navigation depuis l'invention de la navigation. Le GPS existe depuis 10-15 ans et dès le premier jour de cette technologie, on a commencé à l'exploiter à mauvais escient ou de manière problématique. Dès 2018, nous avons vu que que le port de Haïfa, un des plus grands ports d'Israël, était paralysé. Tous les containers à charger et à décharger, parce que les grues fonctionnent pour charger et décharger avec un GPS. Si le GPS ne fonctionne pas, parce qu'il est empêché pour toutes sortes de raisons, ça paralyse un port. Il faut trouver d'autres alternatives. Pareil pour les vols commerciaux. Avant le GPS, on savait naviguer sans GPS, mais le GPS est très agréable à utiliser, c'est facile. On l'utilise pour connaître sa vitesse, pour synchroniser même les horloges. Donc, si on intervient sur le GPS, c'est pour empêcher l'utilisation par l'armement, mais si on empêche le fonctionnement du GPS et qu'on le brouille, on peut acheter sur AliExpress un brouilleur pour quelques centimes et paralyser des zones entières ainsi de GPS. C'est ce qui s'est passé à cause de la guerre en Syrie. Pas par notre force, mais les Russes qui, pareil, ne voulaient pas que les armements guidés par GPS ne les touchent. Et donc, jusqu'en Égypte, il y a eu un brouillage du GPS avec ces technologies utilisant le GPS. Je ne dévoile aucun secret quand je dis que les Iraniens et le Hezbollah ont peut-être l'un des services les plus poussés en termes de contre, de cyberguerre, de cyberwar. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que, sans en dire davantage, encore une fois, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qu'Israël est armé pour faire face, justement, ou, je vais aller plus loin dans ma question, est-ce que l'Iran et le Hezbollah ont utilisé toutes leurs capacités depuis le 7 octobre ? On peut toujours, depuis le 7 octobre, nous avons appris quelque chose. C'est toujours craindre et ne pas rester trop sûr de nous-mêmes. Et on peut dire, je pense quand même, que l'État d'Israël est une superpuissance technologique et militaire. Et avec ces technologies, nous sommes parmi les premiers au monde. Cybertechnologie, guerre technologique, électronique et navigation. Et donc, je pense que les
citoyens d'Israël et les téléspectateurs peuvent faire confiance au système technologique en place, mais ne jamais s'endormir sur ses lauriers et toujours se demander si on utilise ces réseaux en temps et en heure. Un des problèmes qu'on a eu, par exemple, pendant la Deuxième Guerre du Liban, c'est qu'on a eu des navires qui ont été touchés parce qu'on n'a pas utilisé les systèmes qu'on avait là. Et pour toutes sortes de raisons, on ne l'avait pas utilisé. En fin de compte, c'est l'élément humain, c'est l'être humain qui est en fait l'élément le plus problématique. Si l'être humain sait utiliser correctement la technologie, Israël a les meilleures personnes au niveau humain et les meilleures technologies du monde. Avant de se quitter, c'est une question qui me taraude. Est-ce que vous avez réussi à convaincre les experts du monde entier à venir particulièrement maintenant, pendant ce salon-là du 8 au 10 avril, pour leur dire attention, oui, Israël a pris des coups, mais Israël sait aussi en donner et reste une puissance cybernétique? Israël est encore considéré comme une puissance et le fait que le 7 octobre on a pris un coup, pas dans le domaine cyber, le cyber a parfaitement fonctionné et on touche du bois quand on dit cela, mais les tentatives ont été multipliées par 3 depuis. Donc vous confirmez qu'il y a eu quand même des attaques cybernétiques et qu'Israël les a stoppées le 7 octobre? Après le 7 octobre, pas le 7 octobre lui-même, où là malheureusement il n'avait pas besoin de ce type d'attaque. Après le 7 octobre, il y a eu une augmentation, une multiplication même par 3 des tentatives d'attaque et nous ne voyons pas ici aucune atteinte importante. Il y a toutes sortes de petits événements qui marquent parce qu'ils sont isolés. Mais la semaine prochaine, nous verrons ici des milliers de personnes qui ont assuré de venir. Je connais moi-même beaucoup de délégations qui en vont arriver ici, qui comprennent qu'Israël est très fort et dans la cybersécurité est encore renforcé même avec une supériorité et une puissance. Il faut tout le temps préserver cela, mais c'est une puissance qui existe et on va la présenter au monde entier. Et défense également avec 24 News, on s'est déjà inscrit pour être présent. Merci Igalona d'avoir été avec nous. On enchaîne avec vous, Vincent Cheba, dernière interview de cette émission Défense. Bien évidemment, vous êtes chercheur et analyste principal dans cette ONG, NGO Monitor. Pourquoi je vous ai mis ensemble? Parce que vous arrivez à trouver avec des pincettes ce qui se trouve sur la toile et le mettre en avant. Ça, c'est important. Cette semaine, vous êtes arrivé et on a parlé beaucoup sur l'association Gaza Now, dont on a parlé, cette ONG gazaoui, et vous nous disiez à l'époque, elle fait partie des activités terroristes, ou en tout cas elle coopère avec le Hamas. Et là, elle a été sanctionnée. Pourquoi? Comme vous l'avez dit, cette ONG, ou du moins cet organe de presse, Gaza Now, en réalité, c'est une organisation qui est, on peut dire, un front du Hamas. C'est-à-dire qu'elle participe à l'effort de guerre du Hamas et c'est la raison pour laquelle elle a été donc classée non pas seulement par les États-Unis mais aussi par l'Angleterre comme organisation terroriste et le fondateur et directeur de Gaza Now sont aussi sanctionnés par les deux pays aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont les deux, enfin le fondateur a été donc sanctionné parce qu'en réalité il arrivait donc à faire du fundraising pour financer Gaza Now. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à justement la mise en avant de leurs activités, alors sur ce plateau, mais également sur votre site, bien évidemment, que les autorités prennent conscience de cela? Oui, tout à fait, tout à fait. Quand, par exemple, vous faites une émission et que vous parlez donc de Gaza Now ou d'une autre organisation, ben, ça remonte, ces informations remontent jusqu'à des échelons sécuritaires, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, en France, en Angleterre. Donc c'est évident. Et pareil, de notre côté, à NGO Monitor, quand on publie un rapport, on l'envoie à différents, on va dire peut-être des députés, des sénateurs ou bien même des ministres et qui prennent après en considération ces rapports et peut-être après prennent des décisions justement pour classer ces organisations comme terroristes ou imposer des sanctions contre leurs dirigeants. Une autre information qui, vous m'avez informé d'ailleurs de cela, c'est cette otage à Gaza. Alors elle était otage, elle a écrit une lettre aux autorités israéliennes, en tout cas elle a été forcée d'écrire une lettre aux autorités israéliennes, mais il y a l'entête de cette lettre, c'est ça qui vous a alerté.
Tout à fait, c'était Motzei Shabbat, donc je regardais la télévision Enshtem Esrei, et tout d'un coup je regarde cette émission donc, sur cet otage de 75 ans qui a été libéré, et ses ravisseurs qui étaient donc du djihad islamique lui avaient demandé donc d'écrire une lettre avec un texte de propagande. Sur cet écran. Un texte de propagande, et donc je vois l'entête de la lettre et je reconnais l'entête, le logo donc d'une ONG palestinienne qui est financée par l'Union européenne, par des États européens, y compris par les Nations Unies, et c'est une ONG dite des droits de l'homme. Encore une fois, je ne porte aucune accusation, mais je vois simplement, attention, il y a peut-être que cette ONG est effectivement liée avec le djihad islamique, ou alors avec une autre organisation terroriste. Et comme on l'a vu ces dernières semaines ou ces derniers mois, des témoignages d'otages qui avaient été donc enlevés et séquestrés dans la maison d'un docteur travaillant pour l'UNRWA ou d'un professeur travaillant pour l'UNRWA. Donc je ne serais pas étonné que des otages aient été séquestrés par des employés travaillant pour des ONG donc, qui sont financés par les États européens et l'Union européenne. D'autant plus, ce qui est intéressant, c'est que cette ONG en question, donc Al-Mezan, a été donc conseillère de l'Afrique du Sud lors de son recours contre Israël à la Cour internationale de justice, accusant Israël bien sûr de génocide. Donc, je dirais que c'est une petite anecdote, mais c'est sympathique. C'est le même cas d'ailleurs de cette même ONG qui demandait des fonds pour financer l'achat de ces scooters, dont les scooters ont été retrouvés dans les tunnels de Khan Younis. Exactement, ces scooters donc pour personnes handicapées en fait servaient les terroristes à se déplacer beaucoup plus facilement sous les tunnels, et cette organisation humanitaire qui était classée comme terroriste déjà par les États-Unis au début des années 2000, par Israël en 1997 par Yitzhak Mordechai, et qui, encore aujourd'hui, a pignon sur rue en France. Donc il y a quand même un gros problème de ce côté-là. Vous dites très clairement, à chaque fois je vous pose la question, mais on a besoin de comprendre, vous dites très clairement qu'il y a aujourd'hui des ONG au cœur des activités terroristes du Hamas. En fait, c'est quoi? C'est un autofinancement? C'est une propagande? C'est quoi? Je pense qu'il y a de tout. Par exemple, en 2021, Israël avait donc désigné 6 ONG comme organisations terroristes à cause de ses liens avec le FPLP. En fait, l'accusation d'Israël, c'était que ces ONG avaient détourné des fonds humanitaires européens pour financer les activités du FPLP. Après, il n'y a pas plus de détails. Ça peut être de la propagande, ça peut être des salaires à des employés qui sont également membres du FPLP, ça peut être aussi financement donc, du terrorisme armé. Donc ça peut être plein de choses. Donc ça, c'est un peu difficile à savoir parce que je n'ai pas accès aux informations qui sont classifiées, mais du moins, je crois quand même Israël ou les États-Unis quand ils décident donc de prendre une décision lourde de conséquences, telle qu'une désignation. On va essayer de voir peut-être une photo d'un des responsables justement d'une des ONG. Comment vous arrivez d'ailleurs, ça m'intéresse, à les reconnaître, ce qu'on appelle en anglais de pinpoint, à les atteindre. Ouais, on voit cette photo, merci à la régie. Ah, tout à fait. Donc là, on parle de Rami Abdou et Mazen Kael, qui sont donc l'actuel directeur et l'ancien directeur donc, d'une ONG qui s'appelle Euromed Human Rights Monitor. Ces deux personnes, depuis 2013, ils ont été sanctionnés par Israël car ils sont accusés de faire partie donc, des dirigeants d'ONG servant, on va dire, les intérêts du Hamas en Europe. Et il y a quelques semaines en arrière, j'ai trouvé que Rami Abdou était devenu donc le directeur de cette ONG Euromed Human Rights Monitor. C'est public, c'est une information publique. C'est tout à fait public. Et en fait, en recoupant l'information, je vois sur le site de Euromed qu'il est le directeur, et d'un autre côté, je vois cette même personne, le même nom, la même carte d'identité, on peut dire, qui est donc sur les listes israéliennes antiterroristes. Et là, je me dis, bon, il y a un problème. Donc, je me suis dit simplement que Euromed Monitor était peut-être également une société écran du Hamas qui, donc... sert les intérêts donc, de l'organisation terroriste en Europe, parce qu'il faut bien savoir que Euromed Human Rights Monitor, c'est une organisation donc, qui publie des rapports qui arrivent même sur la table des Nations Unies pour attaquer Israël. Il y a quelques temps en arrière, ils accusaient encore Israël de prélever donc, des organes de Palestiniens. Voilà, c'est vraiment du blood libel. Donc c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, quand on a publié notre rapport, je crois que c'était fin décembre, alors que l'organisation était donc sur le registre donc, des lobbies du Parlement européen, donc ils avaient accès au Parlement européen, on a publié notre rapport, et depuis on a vu que la registration was suspended. Donc ils ne font plus partie du répertoire des lobbies européens, donc c'est peut-être un impact de notre part. Donc ça, pour expliquer à nos téléspectateurs, 27 décembre 2023, ils sont encore en activité. Tout à fait. 31 mars 2024, ils ne le sont plus.
ils sont encore en activité, mais ils ne sont plus sur le registre donc, des lobbies du Parlement européen. Donc ça va être très difficile pour eux. Pas recevoir de financement, peut-être aussi ne pas pouvoir être de présenter des rapports au Parlement européen, parce que souvent ces ONG vont au Parlement européen et influencent donc les décisionnaires, les députés pour faire avancer donc leur agenda qui est pro-Hamas. Peut-être une question qui est simpliste, ça sera l'une de mes dernières, mais la lutte est sans fin. C'est-à-dire que quand vous dites que vous arrivez à retrouver avec des pincettes des petits détails qui ont toute leur importance au final, c'est sans fin. C'est sans fin, mais on arrive quand même justement en exposant donc un cas par-ci, un cas par-là, à montrer une tendance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les ONG qui ont toujours bénéficié, on va dire, de ce qu'on appelle le halo effect, c'est-à-dire en gros que tout ce que les ONG disent est pris donc comme parole d'évangile par les médias ou par différentes institutions de l'ONU, les associations étatiques. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus, on va dire, de regard critique vis-à-vis des ONG et de leurs rapports. Et ça, c'est peut-être un impact de notre part, justement, en montrant donc ces problématiques. Et vous avez réussi d'ailleurs, il y a quelques semaines de cela aussi, à tordre le cou aussi à toute la propagande du Hamas concernant aussi des attaques de type humanitaire et consorts. Mais merci Vincent Cheba d'avoir été avec nous. Vous êtes vous êtes toujours chercheur au sein de NGO Monitor. Merci également Yigal Nona. Voilà, c'est la fin de cette émission. Et j'ai l'habitude de vous le souhaiter en espérant de bonnes nouvelles et surtout de meilleures nouvelles sans annonce de soldats tués sur le terrain des combats. Bonne soirée à vous sur i24 News.